Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot, le Moritoro sur RBS pendant l'Euro 2016, du lundi au vendredi 17h-18h pour parler de toute l'actu de la compétition, pour se projeter sur les matchs à venir, pour revenir sur ce qui a déjà été joué, pour débattre, pour vraiment analyser, décortiquer tout ce qu'on pourra décortiquer. Alors aujourd'hui pas de match, puisque c'est la trêve entre les huitièmes et les quarts de finale, mais on aura des matchs très intéressant à partir de demain, puisqu'on aura déjà un Portugal-Pologne, puis par la suite ce sera Pays de Galles, Belgique vendredi, samedi on aura droit à Allemagne-Italie et France-Islande, bien sûr dimanche à 21h, c'est un petit rappel, tous les matchs sont en clair, donc pas besoin de s'abonner à des chaînes payantes, à présent tout est disponible sur les chaînes allemandes, sur les chaînes françaises, gratuitement si vous avez la télévision, et même sur internet on peut trouver des streamings. En tout cas on va en parler de ces matchs, et aujourd'hui nous avons deux chroniqueurs pour l'instant, un troisième qui viendra nous rejoindre, Christophe. Salut Christophe. Salut Paolo. Et nous avons Julien. Salut Julien. Salut. Alors Julien, puisque c'est ta première avec le Moritoro, peut-être te demander en introduction ce que tu as aimé, tes coups de cœur, l'équipe de France depuis le début, comment l'équipe de France, mes coups de cœur de l'équipe de France. Non, de tout ce que tu veux. La mi-temps, j'aime beaucoup la mi-temps. La mi-temps c'est pas mal, parce qu'en général ça les transforme. Ah, c'est vrai que s'il pouvait juste faire est-ce que je pense en fait Didier Deschamps il dit vous faites ça, mais il leur dit pas mais si ça marche pas vous faites ça. Et du coup ils sont obligés de s'entêter dans un truc qui marche pas pendant toute la première mi-temps, et à la mi-temps ils font non écoute ça marche pas, alors on va faire autre chose. S'ils leur balançaient tout de suite les deux scénarios, alors essayez ça 10 minutes et si ça marche pas vous faites ça, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'attendre la mi-temps pour voir du jeu. Qu'on ait des mi-temps dans la mi-temps en fait. Ouais non mais juste de leur donner deux stratégies, genre comme au basket, vous voyez, essayez de faire ça et si ça marche pas faites ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de variabilité cette équipe de France en cours de match, et il faut qu'ils réagissent en tout cas pour aller mieux. Et au niveau au niveau des autres matchs, au niveau des joueurs, je sais pas, qu'est-ce qui t'a marqué moi j'aime bien Payet, bien sûr, mais je suis pas le seul, mais je trouve qu'il amène énormément de percussion, une percussion qu'on n'a pas l'habitude de voir en équipe de France depuis le départ de Zidane, donc c'est quand même plaisant à voir au milieu de terrain. Et alors au niveau des autres équipes, mes coups de cœur c'est l'Italie. Il y avait déjà, non mais sans déconner, l'Italie, il y avait déjà eu la Coupe du Monde au Brésil où j'avais trouvé qu'ils étaient très bons. Oui. Mais qui savaient pas marcher. Le premier match a été bon. Au Brésil, les deux suivants contre le Costa Rica et contre l'Uruguay, c'était un peu moins. Ouais, mais l'Euro d'avant déjà, j'ai trouvé que en fait, moi l'Italie depuis 10 ans a vraiment changé enfin ils jouent bien, ils ont de la percussion, ils ont du physique, ils ont de l'envie. Et ils se roulent pas par terre pendant des heures. Ils ont laissé ça aux Portugais, tant mieux. Comme ça, on peut au moins ça laisse des jolis matchs à regarder, quoi. C'est très agréable. C'est vrai que cette équipe d'Italie, ça reste encore un peu vicelard quand même dans quelques petits tirages de maillots, petites fautes par-ci par-là, mais ça se voit peut-être moins qu'avant, et les arbitres plus vigilants peut-être. Après Gattuso, après Gattuso, je pense qu'ils sont clean, y a pas de souci. Gattuso, c'était le plus voyant, on va dire, c'était le plus clébard, le plus visible. Après, il y a des truqueurs peut-être plus minutieux que ça. En tout cas, c'est vrai que Gattuso, c'est une autre génération, c'est autre chose. On parlait aussi de l'Irlande du Nord là avant l'émission, peut-être rendre hommage à cette équipe. On en a un peu parlé les journées précédentes, mais une équipe qui a failli se qualifier finalement pour les quarts de finale. Et toi tu voyais bien un Irlande du Nord, Irlande en finale, quoi. Non mais ça aurait été les meilleurs supporters du monde tous ensemble réunis dans le stade, ça aurait été, je suis même pas sûr qu'ils auraient joué en fait. C'est quoi? C'est comme les mecs qui franchissent la ligne d'arrivée en même temps en course à pied ou en voiture quand ils veulent pas gagner. Là je pense qu'ils auraient fait 0-0, ils auraient raté tous leurs tirs au but exprès jusqu'au bout de la ligne. C'est vrai que ça aurait été un scénario sympa. Bon, ce sera autre chose. Peut-être l'Islande, peut-être Islande-Galles en finale, ce sera peut-être pas mal aussi. Ce sera plus original. C'est encore possible. Christophe, toi qui n'étais pas là depuis quelques jours à ce micro, qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers jours? S'il y avait une image à retenir ou je sais pas un fait marquant, ce serait quoi? L'Italie. Ah, l'Italie aussi, mais c'est incroyable. La popularité de l'Italie cette année, je suis effaré, quoi. Comme a dit Julien, c'est une autre génération. On sent que ils jouent au foot. C'est vraiment une équipe plaisante à regarder. Ça change des Italiens un peu caricaturales qu'on avait dans le temps où ça simulait beaucoup, ça se jetait par terre, ça se recoiffait et puis ça se recoiffait. Ouais, là c'est intéressant à regarder,
D'accord, C'est une belle équipe. C'est marrant parce que ça, c'est une image qui change au niveau de l'Italie. Et c'est assez perceptible dans ce que j'entends, mais traditionnellement, tout le monde les déteste un petit peu cordialement en France. C'est cette rivalité, c'est les meilleurs ennemis. Hein. Cette espèce de les cousins, comment on dit, de transalpins. Hein. C'est comme ça que les Italiens en tout cas appellent les Français les cugini d'Oltrealpe. Et donc il y a cette rivalité un peu parfois saine, parfois un peu moins saine, mais cette année, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, dans ce que vous dites, ça confirme un petit peu l'Italie qui change son image et qui est appréciée assez étonnamment. C'est vrai que ça me surprend pas mal. Alors, on va peut-être évoquer à présent les quarts de finale pour essayer de voir un petit peu ce que vous pronostiquez, ce que vous pressentez pour les matchs à venir. Pologne-Portugal, Pays de Galles, Belgique, Allemagne, Italie et France-Islande. Pologne-Portugal tout d'abord. Alors on a vu une équipe de Pologne intéressante en première mi-temps contre la Suisse qui a un peu perdu son football en deuxième mi-temps en prolongation, qui se qualifie au tir au but quand même, mais c'était plutôt laborieux. Ils ont laissé le ballon, ils ont un peu démissionné dans le jeu les Polonais contre la Suisse assez étonnamment au cours du match, au fil du match. Ils auraient pu même perdre sans un grand Fabianski. Et puis le Portugal, moi j'ai un petit peu, j'en ai parlé comme étant le trophée cul bordé de nouilles 2016. Hein. C'est vrai que 3 matchs nuls pour se qualifier en huitième, et en huitième ils se font quand même un peu bougé par la Croatie en prolongation. Ils se qualifient après avoir concédé des grosses occasions sur la Croatie sans avoir vraiment encore convaincu. Est-ce que ce Portugal peut monter en puissance et venir à bout de cette Pologne quand même accrocheuse avec du Lewandowski, avec des joueurs quand même de classe internationale? Qu'est-ce que vous pressentez sur ce match? Je sais pas, Christophe, Julien? Déjà pire, ça va être compliqué parce qu'ils ont vraiment pas montré grand-chose. Soit en quart de finale ou au match de poule, c'est Portugal, tu parles. Portugal, ouais. D'accord. Ouais. Collectivement, je trouve qu'il y a pas d'équipe. T'as des grosses individualités, mais tu sens pas que c'est une équipe. Tu sens pas le côté ça joue collectif. pas tous ensemble. C'est vrai que par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à ces nations-là, par rapport à l'Islande, bien sûr, il y a peut-être moins ce collectif. Et individuellement, ils ont d'énormes qualités, que ce soit Ronaldo, Quaresma, Nani, c'est énorme. Mais collectivement, je les sens pas ensemble. Ils sont pas encore vraiment ensemble. Julien, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu partages cette J'ai jamais été vraiment fan du Portugal. D'abord parce que il y avait pas vraiment d'intérêt dans les années 2000 à être fan du Portugal. Ils faisaient pas des matchs fantastiques. Et j'ai vraiment mais CR7 je peux pas. En fait, CR7 c'est difficile. C'est pas possible. Je suis d'accord. Il y a une espèce de tactique au Portugal. C'est comme dans Didier. Tu chopes la balle, tu la passes à Merendes. Là c'est pareil. Ouais. Tu chopes la balle, tu la passes à Ronaldo. Et le mec il se recoiffe, il tire et après il fait sa tête. Oh non, c'est pas rentré. On a l'impression que c'est mon petit neveu qu'on lui passe sa glace à la vanille le dimanche après-midi. Il pique des crises de nerfs. Mais je peux pas le Portugal. Le problème de la Pologne, c'est qu'ils étaient cuits physiquement. Ils étaient complètement cuits. Et est-ce qu'ils auront la possibilité, est-ce qu'ils ont pu avoir la possibilité de récupérer là pendant la trêve? J'espère, parce que sinon ça va être très dur pour eux, quoi. Mais le Portugal, c'était tellement énorme leur espèce de démission dans le jeu. On laisse le ballon aux Suisses, on laisse les Suisses jouer. Est-ce que c'était vraiment un problème uniquement physique? Ils étaient cuits comme tu dis, ou est-ce que concrètement ils ont voulu attendre que ça se passe, ils ont voulu rester derrière pour contrer, pour Ils ont pas de mental, ça se voit. Dès qu'ils s'affrontent contre une difficulté, les mecs ils pleurent, ils disent machin, ils engueulent leurs coéquipiers. Il y a pas d'unité, il y a pas de mental, enfin il y a pas d'équipe, quoi. Ils peuvent pas souffrir ensemble, ils sont obligés de se rejeter la faute les uns sur les autres. C'est pénible à voir un match du Portugal, vraiment. Hein. Je parlais de la Pologne là en fait. Ah, la Pologne. Oui, mais ça peut aussi. Mais la Pologne, la Pologne, franchement, c'est un peu. J'étais déçu pour les Suisses parce que clairement les Suisses jouaient plus en équipe, mais tir au but c'est la loterie. Mais la Pologne, pour l'instant, elle a rien montré. On attend tous Lewandowski comme le Messi. Moi, pour l'instant, qui suis pas vraiment le Bayern, je me demande pourquoi il est sélectionné, ce mec. C'est vrai qu'il est pas extraordinaire pour l'instant, l'ami Lewandowski. Alors Michel va nous livrer son analyse sur Pologne-Portugal. Michel qui vient d'arriver. Oui. Salut Michel. Salut à tous. Voilà, alors Portugal-Pologne, est-ce que la Pologne peut-elle créer quelques soucis au Portugal, sachant que physiquement elle n'a pas montré grand-chose contre la Suisse. La Suisse a mieux joué, le Portugal, un petit peu cette chance, on se demande jusqu'où ça va aller. Est-ce que comment tu sens ça toi? Alors moi je suis pas trop d'accord. J'ai pas trop aimé le match de la Pologne contre la Suisse. Ils étaient très efficaces en première période. Mais ensuite, ils ont baissé de régime face à une Suisse qui s'est vraiment retrouvée, mais qui a refusé le match en première mi-temps. C'est vraiment dommage pour eux. Je pense que s'ils avaient abordé le match comme ils ont abordé la seconde période, ou même plutôt la prolongation, je pense que la Suisse serait passée.
Après, concernant le Portugal, il y a des choix cohérents qui ont été faits, notamment dans le secteur défensif, avec la titularisation de 2 joueurs de Southampton d'ailleurs. C'est parce qu'ils sont de Southampton. Non, mais voilà. Donc tu es fan. Non, mais José Fonte en défenseur central, malgré une boulette dans le match, mais il a montré plus de solidité qu'un Ricardo Carvalho, qui était lui aussi fébrile depuis le début de la compétition, et un Cédric Soares sur le côté droit qui a vraiment apporté un plus offensivement. J'ai trouvé cette équipe du Portugal intéressante en bloc. On parle beaucoup de la Croatie qui a fait un non-match lors des 8e. Moi, je pense que c'est aussi le système et le bloc portugais qui les a empêchés de jouer leur jeu. Malgré cela, le Portugal, ça reste relativement inefficace offensivement, une certaine incapacité à concrétiser les occasions ou même à s'en créer contre la Croatie. Donc ça, c'est un petit peu pénible pour eux. Alors est-ce que la Pologne peut être l'équipe piège en quart de finale avec cette capacité à rester derrière, ça ils le font. Peut-être un Lewandowski qui se réveillerait, je sais pas, et quelques joueurs quand même qui valent la peine côté portugais. Côté polonais, ouais. Côté polonais, oui. Ouais. Oui, bah oui, ouais, mais du côté portugais, c'est pareil, hein. Ouais. Mais après, ce que j'avais dit la semaine dernière, moi, je pense que c'est, quand on est rentré dans la phase d'élimination directe, je pense que ça se joue à l'expérience. Et je pense que le Portugal a eu plus d'expérience que la Croatie, donc a remporté ce match à l'arraché. Et là aussi, ça va être un match qui va se jouer à l'expérience. Et je pense que les Portugais ont plus d'expérience, peut-être, ouais, voilà, plus de connaissances de ces derniers tours, de ces tours finaux pour pouvoir arracher une victoire. Ça va pas être facile, ça c'est sûr, mais je vois bien le Portugal passer quand même. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce match Portugal-Pologne demain à 21h, Julien, Christophe. Ça va être une purge, hein. J'ai l'impression que ça va être une purge, ça va finir au tir au but et la Pologne va perdre parce que jamais une équipe n'a gagné 2 matchs d'affilée au penalty, donc c'est vrai que le prono de la purge, je le partage assez parce que là je le sens venir, le 0-0, le match fermé. Le Portugal, ça me fait penser un peu au Paraguay qui était arrivé en finale de la Copa América il y a 3 ans sans gagner un seul match. Oui. Donc en ne faisant que des matchs nuls et qui était arrivé en finale. Et pour moi, il y a une certaine ressemblance parce que le Paraguay, c'est pas non plus flamboyant. C'est un système de jeu qui est très rigide, avec des joueurs qui ont une parfaite connaissance tactique. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et là, c'est un peu pareil. À part quelques éléments qui sont capables de dynamiter un match, comme un Quaresma, mais sinon c'est vraiment très rodé le Portugal. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Puis un entraîneur aussi qui avait fait de bonnes choses avec la Grèce il y a 2 ans, puisque la Grèce avait failli passer en quart de finale avec Fernando Santos. Sur ce match, un bon tacticien côté portugais. La Croatie, moi j'ai vraiment senti une rigueur côté portugais. D'accord, ça c'est marrant parce que les Croates de... Tout le monde partage pas cet avis, effectivement, l'argument de la rigueur collective du bloc. C'est pas beau, c'est clair que c'est pas beau. C'est sympa contre les petites équipes au premier tour, ça peut faire un 3-3 contre la Hongrie dans un match complètement fou. Mais là, les Portugais devaient vraiment faire un résultat. Mais sinon voilà, c'est le Portugal de cet Euro. Ça peut se procurer des occasions contre les petites équipes, mais sinon contre les grosses ou contre les équipes vraiment menaçantes, c'est vraiment le bloc, la rigueur. C'est un autre Portugal qu'on a l'habitude de voir. J'aimerais quand même remercier Cristiano Ronaldo pour m'avoir procuré la plus grosse joie de tournoi en ratant son penalty contre l'Autriche. Vraiment, j'étais heureux. Voilà. Ouais, c'était sympa. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. C'est vrai que CR7, là aussi, on aime, on n'aime pas. Alors on peut aimer le joueur et l'homme qui exaspère. Non, même pas. Et ça, c'est peut-être le seul problème. Quoique. C'est peut-être le seul problème. C'est peut-être le seul repoussoir. C'est un repoussoir, le repoussoir ultime, d'accord. C'est peut-être le seul petit couac dans cette rigueur. C'est un capitaine qui se permet des frasques dans la presse. Les Islandais, blablabla. Ouais, ce qu'il a dit sur l'Islande après le premier match, c'était quand même pas très sympa et pas juste d'ailleurs. Il les a critiqués comme étant une équipe en manque d'ambition. Qui jouait pas bonne, qui n'est pas se qualifier, qui est rentré à la maison en ayant emmerdé tout le monde, le spectateur. Et finalement, ils sont en quart de finale. Donc voilà. CR7 bien vu de ce côté-là. Si tu pouvais te taire. Ouais, c'est vrai que jouer au foot c'est déjà pas mal. Donc c'est déjà une certaine chose à faire. Alors un pronostic peut-être pour ce match Portugal-Pologne. Après on passe au reste puisque alors 0-0. Voilà. Julien qui nous fait 0-0 après prolongation et tir au but, donc CR7 qui rate.
Non, non, malheureusement, ça peut pas marcher à chaque fois. Non, je crois que le Portugal passera au tir au but. Donc d'accord, le Portugal au tir au but après un 0-0 après prolongation pour Julien. Michel? Moi je vois 1-0 pour le Portugal. 1-0 pour le Portugal dans le temps réglementaire. Et Christophe? Un partout. Un partout, voilà. Et Portugal qui passe. Portugal qui passe au tir au but aussi. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Donc ça, ce sera à venir. Et puis moi, qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai que le 0-0 me convient assez après prolongation et tir au but. Allez, la Pologne au tir au but, ce serait beau, ce serait sale, mais ce serait beau, quoi. Alors, on parlera de ce match demain encore, puisque avec les compos, on essaiera vraiment d'aller encore plus loin dans l'analyse, sachant que le match est demain à 21h. Mais on va aussi parler des autres matchs aujourd'hui, faire un balayage vraiment complet de ces quarts de finale qui arrivent, avec Pays de Galles Belgique. Le Pays de Galles qui a battu un certain nombre d'équipes au premier tour, hein, la Slovaquie et la deuxième équipe qu'ils ont battue, c'était bien sûr la Russie, voilà, 3-0 avec cette belle qualification. Match plus poussif contre l'Irlande du Nord. C'est vrai qu'on les sent peut-être un peu surcotés après ce premier tour, les Gallois. C'est vrai qu'ils ont bien joué. Il y a eu du Bale, du Ramsey qui ont pris leurs responsabilités, qui ont entraîné cette équipe. Maintenant, est-ce que c'est un soufflet qui retombe tout doucement, le Pays de Galles, ou est-ce que la Belgique a quelque chose à craindre? Belgique qu'on sent plutôt monter en puissance à l'inverse. Je sais pas si vous partagez ce que je dis. Christophe, qu'est-ce que tu pressens pour ce match? Comme tu l'as dit, à part Bale et Ramsey, voilà, il y a personne. Bon, il y a quand même une équipe dessus. Ouais, c'est des joueurs sympas, mais ça veut pas aller très loin dans un Euro. D'accord. Face à une Belgique qui monte vraiment en puissance. Là, on a vu sur le dernier match. Je pense que le Pays de Galles n'a aucune chance face à cette Belgique-là. Tu es catégorique, tu es péremptoire là-dessus. Aucune chance pour le Pays de Galles. Ah, je le crains, ouais. D'accord. Michel, est-ce que tu es aussi clair et catégorique que Christophe? Un petit peu moins, mais bon, le Pays de Galles, c'était une vraie purge contre l'Irlande du Nord. C'est vrai que le premier match des huitièmes, la première journée des huitièmes de finale, c'était samedi dernier. C'était beau, les trois étaient des purges, hein, que ce soit Suisse-Portugal, Suisse-Pologne. On avait Pays de Galles, Irlande du Nord et Portugal-Croatie. Les trois étaient un peu des purges quand même. Mais c'est surtout au niveau technique. Il y avait un match où les joueurs, que ce soit du côté de l'Irlande du Nord ou du côté du Pays de Galles, t'enchaînais pas 3 passes, quoi. Et ça a été relayé d'ailleurs par les journalistes français et allemands, puisque j'ai un peu regardé sur les deux chaînes, puisque sur les chaînes françaises ils aiment bien passer de la pub, donc je zappe sur l'allemande pour éviter à la mi-temps la réclame, ou juste avant le début du match, juste avant. Enfin bon, bref, c'est leur problème, mais bon, je zappe un peu sur l'allemande. Et à la mi-temps, effectivement, j'ai zappé sur l'allemande et ils disaient pareil, une purge technique, pas 3 passes d'affilée. Bon, après, il faut se souvenir qu'en phase de qualification, la Belgique avait le Pays de Galles dans son groupe, et il me semble que la Belgique n'a pas gagné contre le Pays de Galles, à vérifier. Il me semble qu'il y a eu un partout en Belgique et un 1-0 pour le Pays de Galles à Cardiff. Je suis pas sûr, il faut vérifier. Je vais essayer de vérifier ça si j'accède au site internet là. Mais dans tous les cas, même si c'est faux ce que je dis, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, le Pays de Galles a posé de gros problèmes à la Belgique en phase de qualif. Après, c'est la différence. Là, maintenant, on est en vraie compétition, en phase finale. C'est complètement autre chose. Et en face, t'as une Belgique qui monte en puissance. Après, on a fait des caisses sur la Belgique lors de cette victoire 4-0 contre la Hongrie. Moi, je nuancerais un tout petit peu. Une victoire qui se dessine assez tard dans le match, et la Hongrie qui perd 4-0, mais c'est cher payé pour. Je nuancerais un tout petit peu, puisque la Hongrie a eu une très très grosse débauche d'énergie en seconde période pour égaliser. Il y a eu des occasions. Et puis finalement, ils payent le prix de leurs efforts en fin de match, et finalement ils prennent une raclée. Le problème avec la Belgique, enfin le problème pour les équipes qu'affronte la Belgique, c'est que à partir du moment où t'as un joueur belge qui va ouvrir le score, la Belgique c'est beaucoup plus serein. Et ça fonctionne en rouleau compresseur. C'est vrai qu'il leur faut ouvrir le score contre l'Irlande, c'était flagrant, c'était assez moyen en première mi-temps, le deuxième match de poule, et on craignait qu'ils se prennent un but comme ça sur un centre, sur un corner irlandais, parce qu'ils n'étaient pas du tout sereins derrière. Ils ont ouvert le score et derrière ça a déroulé 3-0, pas de problème, un peu comme le match contre la Hongrie où ils marquent assez rapidement, et après derrière ça a pu mieux se passer pour eux. Mais c'est vrai qu'ils sont tributaires de ce premier but et on les sent plus en difficulté quand ils prennent
le premier but contre l'Italie, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à réagir par la suite. Parce que c'est vrai que c'est une donnée à prendre en compte, évidemment. La Belgique, justement, ne bénéficie pas de cette rigueur tactique. Hein, on en a parlé un petit peu de Marc Wilmots, qui est peut-être pas le tacticien le plus génial au monde. Donc la Belgique ne bénéficie pas de cette rigueur tactique. Par contre, les individualités, c'est peut-être l'une des 5 meilleures équipes au monde, hein, en termes d'individualité, des joueurs qui peuvent faire la différence tout seuls. Sur une passe de génie, sur une accélération, dans la finition, hein, un Eden Hazard, un Kevin De Bruyne, enfin pour ne citer que. Mais voilà, c'est une équipe qui, donc, avec leurs individualités, qui va fonctionner au mental. Et donc à partir du moment où ces individualités ont le match en main, avec une ouverture du score, bah ça va pouvoir construire là-dessus. Des joueurs qui vont prendre confiance, et un joueur individuellement qui est plus fort que ses adversaires, s'il est en confiance, ça peut faire très mal. Donc c'est pour ça qu'on voit ces scores, hein, la Belgique qui ouvre le score et qui déroule ensuite. Donc un 3-0 contre l'Irlande, un 4-0 contre la Hongrie. Après, contre le Pays de Galles, ça sera un peu plus compliqué parce que le Pays de Galles a justement cette rigueur. J'ai l'info que tu demandais par rapport au match de qualification. Il y avait donc Belgique-Pays de Galles dans la même poule, c'était le groupe B. Eh bien, la Belgique n'a pas battu le Pays de Galles sur ces deux matchs, 0-0 en Belgique, et au Pays de Galles, c'est le Pays de Galles qui s'est imposé 1-0. Et la Belgique avait quand même terminé en tête, 23 points, devant le Pays de Galles, 21 points. Voilà, donc ça c'est les précédents assez récents, hein, entre les deux nations. Julien, comment est-ce que tu vois cette histoire Belgique-Pays de Galles? Je pense que la Belgique va passer parce que le Pays de Galles commence à un petit peu enchaîner les matchs, et mis à part Bale et Ramsey, comme une équipe qui a moins l'habitude des grandes compétitions. Donc à mon avis, ils commencent vraiment à puiser dans le physique, et c'est pour ça qu'ils enchaînent plus 3 passes, c'est parce qu'ils commencent à être crevés, surtout derrière. On a vu que le Pays de Galles marchait bien contre des équipes qui acceptaient de jouer. Le premier match contre la Slovaquie c'est pas une équipe qui se retient, donc il y avait des espaces, ça courait des deux côtés. Contre l'Angleterre, après, c'était un match foufou aussi, ils sont un peu lâchés les Anglais. Et ils perdent de justesse, hein, les Gallois contre les Anglais, ouais. Et la Russie était obligée de faire un résultat, donc elle a aussi ouvert les espaces. Et donc le Pays de Galles a gagné. Le premier match où ils ont commencé à avoir de grosses difficultés, c'est contre l'Irlande du Nord, qui est pas vraiment une équipe qui laisse beaucoup d'espace, hein. T'as tout de suite un mec qui te court après, 4-5-1, c'est gros bloc. C'est chaud. Mais là, il va y avoir des espaces. Mais le truc, c'est que les individualités belges sont non seulement, je pense, plus endurantes et plus talentueuses et plus nombreuses au niveau des capacités que les individualités galloises. Et du coup, je pense que la Belgique passera. Ce sera peut-être pas un score fleuve, quoique, mais je pense que ça passera. Peut-être le Pays de Galles ouvrira le score, tu vois. Un petit coup franc de Bale, 1-0, puis après les Belges qui gagnent 3-1 ou un truc comme ça. Si le Pays de Galles ouvre le score, je suis curieux de voir la réaction de la Belgique, justement. Parce que justement, c'est là où le bas blesse, à mon avis, pour cette équipe de Belgique, c'est la confiance. Et s'ils prennent le premier but, je les sens un peu pas forcément en mesure de réagir aussi sereinement que ça, quoi. Wilmots, c'est pas un tacticien, mais c'est un peu un ambianceur, quoi. Tu vois, c'est le mec qui ramène les bières à la mi-temps. Voilà. Je pense que il peut mettre la niaque, quoi. Voilà, à la mi-temps, ça peut bien se passer avec quelques bières pour redonner du moral. Michel. Ouais, la clé du match pour le Pays de Galles, leur solution, ça va résulter surtout sur les coups de pied arrêtés. C'est peut-être là, dans ce domaine-là, que j'ai vu la Belgique moins sereine. Avec des joueurs comme Alderweireld qui se sont pas forcément montrés à leur avantage. Heureusement que tu as un Thibaut Courtois contre derrière. La Hongrie, il a été très bon, Alderweireld. Il marque d'ailleurs. C'est lui qui marque, hein. Oui, offensivement, ouais. Mais après, défensivement, ça allait. Défensivement, voilà. Et là, pareil, la confiance, il a marqué, il était en confiance, quoi. Quand tu sais que il y a des Gareth Bale, tout ce qui est coup de pied arrêté, là, il faut se méfier. Ouais, bah c'est clair que Bale, c'est la clé du match. On l'a vu mettre en difficulté. Bon, Hart, tu me diras, Joe Hart, tout le monde le met en difficulté un petit peu. Voilà, il a aussi marqué sur coup franc contre la Slovaquie, et il a mis en difficulté. Je sais pas s'il y a pas un coup franc contre l'Irlande du Nord ou c'est pas loin de marquer. Je sais plus, mais en tout cas, c'est vrai que sur coup franc, ça peut être très intéressant pour le Pays de Galles via Gareth Bale. Donc la Belgique est bien sûr prévenue à ce niveau-là. Je sais pas, Christophe, quelque chose à ajouter ou on passe au prono? Le match va se jouer à Lille. Ah, la pelouse est-elle refaite? Pas forcément. La pelouse normalement a été refaite. Elle est repeinte. Elle est repeinte, ouais. Mais t'auras vraiment beaucoup de Belges dans le stade. D'accord, oui, forcément. Ça risque de bien pousser aussi pour la Belgique, de les aider. Ouais, c'est vrai que au niveau tribune, avantage Pays de Galles a priori, mais avec la proximité géographique, on aura peut-être. Si le match se joue à Toulouse ou à Saint-Etienne, ça aurait été différent. Là, on aura peut-être. Et il pleuvra pas.
Et il pleuvra pas. Donc les Britanniques, pas d'avantage. Quoi. Tu as les informations météo sur l'île. Ah non, mais il y a un toit, donc ils vont le faire. Ah oui, mais après, à chaque fois qu'il pleut, ils mettent pas le toit aussi. Bah si c'est prévu à l'avance, si. D'accord, ok, ouais. Bah peut-être qu'il y aura une drache soudaine qui surprendra les responsables du toit qui n'auront pas le temps de mettre le toit. En tout cas, c'est une dimension là aussi. Voilà, on a donné toutes les clés, hein, y compris le toit, y compris la peinture de la pelouse, y compris la proximité géographique pour le public belge. Alors les frites aussi qui peuvent être intéressantes pour les Belges. Score, une petite prévision de score, Christophe. 2-1 Belgique. 2-1 Belgique, Michel. Il y a Denis qui nous annonce qu'il y aura 180 000 Belges présents à Lille. 180 000 Belges à Lille. Ouais. Ah, dans les rues quoi. Ah, sans doute oui, parce que pas dans le stade. Sinon ils joueront le match avec. Hein. D'accord. Mais 180 000 c'est pas mal. Hein, Ouais. Belle marée. Ils ont refait le stock de bière. Rouge. Comment ? J'espère qu'ils ont refait le stock de bière. Ah bah là oui, il va falloir faire le plein, ouais. Pour le prono, pour aller pareil, 1-0 pour la Belgique. 1-0 Belgique, Julien. Oh, je vais rester à ce que j'ai dit avant, 3-1 pour la Belgique. Après ouverture du score du Pays de Galles. D'accord, donc ça c'est le prono de Julien. Moi je vais dire 2-0 pour la Belgique, sachant qu'à mon avis si la Belgique prend le premier but, ça sera prolongation. Au moins, enfin au pire pour les Belges, hein. Au mieux je veux dire pour les Belges, sachant que le Pays de Galles peut éventuellement créer la surprise en marquant en premier. Et ce serait fou quand même, hein. Le Pays de Galles en demi, ce serait une belle surprise. Mais après, de l'autre côté du tableau, on a vu qu'il y avait une surprise qui s'appelle l'Islande. Donc du côté du tableau de gauche, on aura peut-être le Pays de Galles. Ce sera à voir. Alors il est 17h30 sur RBS, le Morito FC spécial Euro, le Moriteuro. On évoque tous les quarts de finale et on essaye de vous donner des pronos qui seront justes. Sachant que Michel, tu as eu le bon prono, pile poil le score pour Allemagne-Slovaquie. Oui. 3-0, donc là c'est comme quoi c'est possible. On a quelques bons pronos, puis globalement comme je disais hier, on a donné les bons pronos pour les huitièmes de finale, pas forcément les scores mais en tout cas les tendances. Et Fred sur son Facebook d'ailleurs, notre ami Fred qui a donné vraiment les 8 bons pronos, hein, pas toujours les scénarios parce qu'il a décrit un peu les scénarios de match, mais quasiment à chaque mauvais fois scénario mais les bons qualifiés. C'était juste les bons qualifiés, donc voilà, comme quoi si vous voulez parier, n'hésitez pas à noter ce qu'on raconte sur un petit calepin. On fait ou alors ne pariez pas, ça vous évite de perdre de l'argent bêtement. Après moi je dis parier des bières entre potes, entre collègues, voilà, hein, évitez les paris sportifs sur internet, c'est pas cool. Par contre parier entre potes c'est toujours sympa. On va écouter un peu de musique, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve dans 2-3 minutes pour évoquer les deux derniers quarts de finale explosifs pour le coup, Allemagne-Italie et bien sûr France-Islande. À tout de suite.
Voilà, c'était Sham 69, If the Kids Are United au Morito Football Club, au Moritoro sur RBS pendant toute la compète du lundi au vendredi, 17h-18h pour parler des matchs. Et on vient de démarrer un petit peu un débat pendant la pause musicale en studio autour de l'Angleterre. Alors cette Angleterre qui nous a vraiment déçus sans doute, ou alors ça a confirmé ce que les uns et les autres pensaient de cette équipe. Alors, je taperai mon coup de gueule dans quelques instants, mais peut-être prolonger la discussion, ce qu'on disait, donc Oxon trop sûr de lui, l'Islande finalement qui se qualifie peut-être par excès de confiance des Anglais. Comment encore revenons sur cette histoire d'élimination de l'Angleterre, parce que c'est tellement énorme ou tellement prévisible, ou tu dis que c'était prévisible, toi, Julien? Franchement, je voyais Hodgson 3 jours avant le match contre l'Islande, il parlait que de la France, il parlait que du quart de finale. Il disait ouais, nous la France ça nous convient, je pense que la France a un jeu qui nous convient bien, la France par-ci, la France par-là. L'Islande, il calculait mais zéro quoi. Et déjà ils avaient eu des problèmes pour franchir le mur gallois, qui est un mur, ça va quoi. Mais le mur islandais c'est autre chose quoi, tu vois, c'est Game of Thrones quoi. Et le mur slovaque pareil hein. Et le mur slovaque 0-0, c'était la misère. Et ils sont en manque de confiance énorme les Anglais. Ils ont aucune légitimité à la maison. L'équipe nationale, tout le monde se fout de leur gueule depuis maintenant 8 ans. Ils ont aucune légitimité. Ils font de leur temps, t'es gentil. Dès qu'ils mettent l'équipe. Non mais c'est-à-dire qu'avant ils y croyaient à chaque fois. Ils disaient football is coming home. Mais depuis 8 ans c'est mort de chez mort. Et à chaque fois qu'ils mettent le maillot 3 Lions, ils se chient dessus. Vraiment ils ont aucune confiance en eux. Des mecs qui pourtant en club arrivent à s'en sortir. Là Walou Keket. Et là c'est clair. Ils sont heurtés une fois, 2 fois au mur. Ils ont fait ah non ça va être comme toujours. On va pas réussir à passer. Et puis voilà, ils sont pétés les dents. Et pourtant ils ouvrent le score rapidement, et derrière ils se prennent un but sur touche, hein, tel les Autrichiens juste avant, match précédent. Donc c'est assez étonnant quand même de pas réussir à contrer ça à un tel niveau, voilà, avec les vidéos, avec la possibilité d'analyser, de voir un petit peu tout ce qui se passe sur les autres matchs. Oui. Tu vois, pour les buts sur touche, j'ai remarqué que le mec il essuyait le ballon avec la serviette avant de faire ses touches, et ça avait été interdit dans le championnat d'Angleterre il y a une quinzaine d'années. Parce que justement, tu peux le lancer beaucoup plus loin vu que tu suis pas des mains et que le ballon il est sec et il a. Attends, mais c'est-à-dire que le gars, on lui tend une serviette. On lui jette une serviette, il sèche le ballon. D'accord. Et comme ça. Et ça avait été interdit dans Première Ligue. D'accord, mais j'ai pas noté ce détail là. En tout cas, les Islandais sont-ils des tricheurs, Michel? Non. Ils essuient le ballon avec une serviette. Je vais donner mon avis sur l'Angleterre. Allons-y, parce que là il y a un petit débat à avoir, et puis moi je crois qu'il faut aussi voir ça dans son ensemble. Mais vas-y Michel, oui. Rappelons Paolo que tu as annoncé une Angleterre chatoyante. Non, j'ai pas annoncé, j'ai dit que sur les matchs du premier tour, c'est vrai que ça ronronnait bien, mais ça marquait pas. Moi j'étais pas d'accord. Hein. Ouais, après il y a eu différents avis. Moi non plus. Moi ce que je condamne sur cette équipe d'Angleterre, c'est beaucoup d'efforts pour rien en fait. C'est qu'ils courent dans tous les sens, ça court mal, ça centre mal, ça fait tout mal. Alors c'est assez, c'est mouvementé, c'est pas dégueulasse non plus à voir, mais c'est pas efficace quoi. C'est ce que ça me rappelle, excuse-moi je te coupe. Oui. Ça me rappelle l'équipe de France de Santini. Ah, peut-être. Quand Zidane était en pré-retraite, en première retraite là, et personne n'ose prendre un tir, tout le monde se fait, c'est le championnat du monde de passes décisives quoi. Il y a personne qui accepte de prendre la responsabilité de tirer au but, c'est franchement chiant quoi. Et la France qui avait connu le destin de l'Angleterre éliminée par la Grèce à l'époque en 2004, il y a peut-être un petit parallèle effectivement. Michel. Ouais, justement, enfin pour moi il s'est passé exactement ce que je pensais. Donc une Angleterre qui est restée sur son style de jeu avec beaucoup trop de latéralité, du mouvement mais rien d'incisif. Là je suis pas d'accord sur la latéralité parce que justement c'est toujours de la verticalité.
pour moi, de la verticalité, mais trop précipitée, trop instinctive. Il y a pas de construction réelle et en fait c'est un peu espèce de kick and rush, avec des mecs qui ont un peu de ballon quand même puisqu'ils sont en première ligue, mais ça reste l'esprit, le vieil esprit du vieux foot anglais qui marche plus. Quand je parle de latéralité, je veux dire en fait que ça tourne autour de la défense sans que ça accélère à un moment donné. D'accord. Et puis c'est ça, c'est en fait les joueurs courent, mais en même temps qu'ils courent, quand tu regardes, t'as l'impression que c'est mou. Il y a pas de dédoublement, il y a pas d'une deux, il y a pas de. C'est pas très fin quoi. C'est c'est assez grossier, c'est assez vulgaire et ça marche pas. Si tu voulais mettre à mal la défense islandaise, les défenseurs islandais, rappelons-le, hein, ils jouent à Malmö, ils jouent à pas tous, hein. À Göteborg, ils jouent à Krasnodar aussi. Ou Krasnodar, voilà quoi. Après c'est pas non plus des tout petits clubs des fjords quoi, c'est aussi des clubs mais il faut mettre du mouvement quoi. Ouais. Il faut les presser, il faut leur rentrer dedans, il faut les mordre, il faut leur marcher dessus. Merci pour cette leçon. Non mais voilà. Tactique, Michel, mais justement c'est peut-être là le problème parce que là tu t'emploies un vocabulaire assez mais non, primaire. Mais c'est mou. Mais en fait, mais c'est pas mou, très élaboré quoi. Il y a pas d'accélération dans le jeu. D'accord. C'est tout le temps la même chose. Ils sont allés gentiment, voilà. En pensant que ça suffirait, que le talent des individualités dans le championnat de première ligue suffirait peut-être. Et puis à la différence des Islandais, les Anglais ils couraient n'importe comment. Alors les Islandais c'était très fin, c'était très intelligent, tu voyais vraiment un bloc équipe. Hein, t'avais toujours un joueur qui sortait du milieu pour aller sur le porteur et t'avais un décalage de 2 joueurs derrière et c'était tout le temps comme ça. C'était vraiment super bien joué. Il y avait tout le temps un bloc équipe avec un marquage à la fois individuel sur le porteur et derrière t'avais toute une zone. Et ça c'était super intéressant et ça c'est travaillé. Hein, tactiquement quand c'est au point c'est vraiment très bon. En face l'Angleterre, alors que ce soit dans son système défensif avec du marquage c'est même pas du marquage à 15 mètres, ils regardent comment ça se passe. Sur la touche. Trop de passivité défensive, c'est clair, oui. Sur la touche. Alors ça a été dit hier au Morito, hein, c'est très intéressant. L'Islande avait déjà marqué sur touche longue contre l'Autriche. Donc ils ont même pas étudié ça à mon avis. Alors si l'Islande marche sur touche longue contre la France, faudra adresser les mêmes critiques à l'équipe de France. Là, si tu regardes bien, t'as cette touche qui part du côté droit. Qu'est-ce qu'ils font les joueurs anglais? Ils regardent. Ils se disent t'as vu ce qu'il fait? But. Ok, alors c'est la passivité que tu pointes. Peut-être le point et puis dans le secteur offensif, dans les mouvements. T'as un Sterling qui court n'importe où, t'as Sturridge, ils vont n'importe où, c'est n'importe quoi. D'accord, le n'importe quoi, la passivité, on a bien compris tes critiques, Michel. Christophe? Le problème de l'équipe d'Angleterre, c'est que tous les joueurs du 11 de départ jouent en Angleterre. D'accord, oui. Mais ils n'ont aucun point de vue, ils peuvent pas voir comment ça se passe autre part. Sauf sur les matchs de Coupe d'Europe ou quand ils regardent à la télé, mais sur le terrain, c'est que du jeu à l'anglaise. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas, il y a pas d'influence. C'est vrai que l'Allemagne a un petit peu gagné en hispanisant son jeu, par exemple. Ça joue un peu dans toute l'Europe, dans toutes les équipes nationales, sauf en Angleterre. Alors en Angleterre, c'est vraiment 100% britannique. Alors le problème, moi, ce que je pointerais quand même sur cette défaillance, cette énième défaillance de l'équipe d'Angleterre, c'est que c'est quand même inexcusable d'un point de vue des moyens qu'a le foot anglais. Inexcusable d'un point de vue de la popularité du foot anglais à l'international. Il y a quand même un championnat que d'aucuns décrivent comme le meilleur au monde, quoique actuellement c'est plus le cas. C'est le plus riche, ça c'est sûr. C'est le plus riche, voilà. Alors il y a du pognon, il y a énormément de pognon, mais ce pognon, finalement, qu'en font les clubs? Ils achètent des joueurs moyens à 40 millions en Ligue 1 et quelque part les structures, alors que ce soit les structures de formation des joueurs, sont pas très développées, de formation. Partout, hein. Pas partout, mais globalement, on va pas dire que le pays le plus formateur au monde c'est l'Angleterre. Et puis surtout au niveau de la formation des coachs, au niveau des entraîneurs, cite-moi un technicien britannique anglais compétent à l'international, capable de prendre une équipe comme ça, une sélection et de l'amener loin. Il y en a très peu quoi. Et le problème il est là, c'est qu'au niveau des idées, au niveau de la réflexion sur le football, c'est l'année zéro quoi. Ça reste du football empreinte kick and rush avec une espèce d'adaptation au foot moderne. On essaye d'aller rapidement pour que ça physiquement ça il y ait une débauche d'énergie, que les passes soient rapides, et d'avoir ce rythme rapide et ce fighting spirit. Mais au-delà de ça, il y a pas grand chose, et il y a une réflexion globale à avoir là-dessus par rapport vraiment à l'idée que se font les Anglais du football. Après, il y a peut-être un problème générationnel aussi. On voit que le coach, c'est un coach qui a 68 ou 69 ans.
Et l'équipe, c'est la plus jeune du championnat, avec 25 ans à peu près de moyenne. Est-ce que le message passe? Est-ce que le coach transmet le bon message? Que les joueurs jouent le bon football par rapport au coach? Je suis pas sûr que ça soit pour moi, le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de message. Il y a un coach qui explique très clairement qu'en gros, il fout les joueurs sur le terrain et après, c'est démerdez-vous, puisque de toute façon, le sélectionneur ne peut que sélectionner. Il n'a pas d'influence. Donc là, on est à l'antithèse totale d'un Antonio Conte qui est le maître d'œuvre de cette Italie-là avec son 3-5-2, avec cet esprit d'entraînement des joueurs, le fighting spirit, mais organiser justement la construction du jeu. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils avaient Capello, en fait Capello ça avait pas pris non plus parce qu'il avait des méthodes trop différentes. On expliquait il voulait qu'à table, je sais plus, il y a une telle rigueur quand ils se réunissaient pour les repas, etc., qu'il avait des idées différentes et que les joueurs culturellement n'acceptaient pas ça. Alors je me suis dit après ils prennent un coach bien anglais, bien de chez eux entre guillemets. Je me suis dit peut-être ça va marcher. Finalement non. Alors c'est vrai que là il y a une grosse réflexion aussi à avoir sur aussi l'attachement au maillot de ces joueurs-là qui ont l'air de s'en contre-foutre aussi à un moment donné, d'avoir un point de vue collectif, un jeu collectif et une construction vraiment d'un esprit collectif. Deux choses à dire. Il n'y a pas de parallèle justement à faire avec le championnat, puisque quand tu regardes maintenant les grosses équipes sont gérées par des tacticiens étrangers. Oui, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de construction. Les joueurs majeurs des grosses équipes sont aussi des joueurs étrangers. Oui, oui. Donc voilà, c'est un championnat qui est pas au service de l'équipe nationale. Et sachant aussi que les clubs, sont tous quasiment, la bonne moitié des clubs de première ligue sont sous pavillon étranger. Alors effectivement, le football doit être ouvert, tout ce que tu veux, mais en même temps, le football anglais a une tradition. Il a la possibilité de rebondir, mais il faut qu'il ait des idées. Et s'il n'a pas d'idée, si au niveau de la formation des entraîneurs, on s'inspire pas à un moment donné de ce qui se fait à l'étranger, au niveau de l'Espagne, au niveau de l'Allemagne, de l'Italie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais il n'y a pas de remise en question et finalement tout le monde a l'air de se satisfaire de ça et c'est une espèce de lose qui se perpétue et en fait les Anglais sont accoutumés désormais à cette lose. C'est ridicule. C'est ridicule. Oui, Julien. Je pense que c'est une grave erreur en fait ils essaient de mettre des rustines sur un pneu qui est éventré, c'est ridicule. De mettre Rooney capitaine, c'est ridicule. C'est pas un mec, tu l'entends parler 2 minutes, tu te rends compte que c'est pas un leader, ça sert à rien, c'est pas un relais d'entraîneur, il peut pas emmener, c'est censé être le cadre de l'équipe, c'est censé être le mec le plus sûr non, déjà à Manchester ça marche pas, c'est pas un leader non plus à Manchester. Clairement il a du mal et clairement en équipe nationale c'est pareil, ça c'est très juste. Justement, c'est lui avoir confié le brassard du capitaine, c'est n'importe quoi. Peut-être un Rooney d'il y a 4-5 ans, ouais, pourquoi pas, où c'était un peu le trublion, le mec qui va casser la gueule à un videur de boîte, le mec qui était agressif sur le terrain, qui en voulait, qui aurait pu porter ses coéquipiers, un peu les réveiller, les secouer, tiens, écoute, bouge-toi, t'es en sélection là, si tu te réveilles pas, je te mets une tarte, enfin voilà, mais là c'est vraiment... Ça a toujours été un suiveur ce mec, il est gentil, il est apathique, il est apathique. Il a jamais été au niveau d'un Roy Keane, au niveau d'être un meneur d'homme, il n'y arrivera jamais. Et puis il a été interviewé juste après le match, et puis il était là, les yeux groggy, qu'est-ce qui nous est arrivé? Et c'est un peu la réaction d'Hodgson lors de la conférence de presse d'après-match, pas d'explication, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais tant de pognon en Angleterre pour le foot et tant d'amateurisme en même temps, c'est un sacré paradoxe. Le pognon vient de la presse, le pognon vient des droits télé, le pognon vient de la presse, et la presse et les droits télé, elles demandent certains sélectionnés. Elles font pourquoi lui il n'est pas sélectionné, machin, Vardy, pourquoi il n'est pas sélectionné, pourquoi il n'est pas sélectionné, pourquoi il n'est pas sélectionné. Du coup le mec il le sélectionne parce que c'est dans le Sun, c'est dans tous les journaux, il y a des pétitions qui sont faites en ligne, il le sélectionne. Sauf que Vardy dans le système de jeu de Hodgson dans l'équipe d'Angleterre, ça veut rien dire du tout. Parce que à Leicester il s'implante très bien. Leicester c'est un peu Nantes grande époque, tu vois. Donc ils ont le système de jeu, mais dès que tu sors le mec du système de jeu, ça marche beaucoup moins bien. Et Vardy en équipe d'Angleterre, non. C'est vrai qu'à Leicester, il y a une interdépendance très très importante entre les joueurs et dès qu'on sort un élément du collectif, ça marche plus trop. Mais moi donc en fait ce que tu dis c'est que une pression de la part des médias et qui en fait le mec non seulement il dit déjà moi je fais que sélectionner, mais déjà il sélectionne pas, c'est l'opinion publique qui sélectionne. Il a aucune colonne vertébrale ce mec.
Tous les gens qui sont un peu fashion, ils rentrent dans l'équipe d'Angleterre. Alors ça signifie que la fédération d'Angleterre est faible puisqu'elle elle met en place un sélectionneur qui va ensuite faire ses choix en fonction de la presse si on suit ta théorie, quoi. C'est l'argent, elle est payée par les droits télé. Oui, mais mais quel intérêt à la Fédé à proposer un sélectionneur qui n'est pas adapté? Quand les droits télé baisseront, ils changeront des choses, promis. D'accord. Alors c'est voilà, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur et comme quoi l'argent pervertit tout. Ça c'est un petit peu le résumé grossier de la situation. Michel. Il y a un petit peu d'espoir quand même pour l'Angleterre parce qu'il y a une génération prometteuse qui arrive. Donc voilà, mais après il faut trouver les... Ça c'est le refrain qu'on entend depuis 20 ans ça. Non mais là... Il faut trouver des grands frères. Les mecs ils vont s'acheter leur premier Maserati, ils vont aller se bourrer la gueule tous les soirs en nightclub à Newcastle ou à Manchester et dans 5 ans c'est des épaves comme Rooney. Voilà c'est ça, il faut trouver les hommes qui puissent les encadrer. Ça se tient, ouais. Voilà, il faudrait des leaders, il faudrait une émergence de quelques leaders qui pourraient un petit peu encadrer. Il faut vraiment faire table rase du passé. Maintenant un Rooney, voilà c'est fini. Et t'en as d'autres. À un moment il faut renouveler, tu vois. On en a parlé avant l'Euro. Un Joe Hart, quelle légitimité il a dans le but? Moi, je trouve qu'un Fraser Forster est 3 fois meilleur que lui. C'est vrai que Joe Hart, qu'on pensait être au-dessus de ses gardiens calamiteux à l'anglaise, finalement il a renoué avec la tradition au cours de cet Euro de manière assez magistrale. Il est champion d'Angleterre. Un Forster, alors je suis désolé, il joue à Southampton, mais bon, il est 3 fois meilleur que Joe Hart. D'accord, ça c'est le point de vue de Michel, mais peut-être que Christophe a raison quand il explique que tous ces joueurs jouent en Angleterre, ils sont un petit peu en vase clos dans un foot anglais qui n'est pas si bon que ça finalement, en témoignent les résultats internationaux de ces dernières années au niveau des clubs, puisque les clubs anglais régulièrement se font battre au niveau européen. On le voit même sur la dernière saison. L'Angleterre était vraiment dégueulasse. Ouais. À part Leicester qui a fait des bons matchs, qui étaient sympas, qui étaient agréables à regarder. Les grosses équipes, on voit Manchester, on voit Chelsea, on voit même Liverpool. Et déjà, un Leicester champion, c'est un symptôme que les gros clubs n'y sont plus. 5000 contre 1. 5000 contre 1, ouais, c'était pas mal au niveau de la cote. Leicester champion avec des joueurs majeurs qui ne sont pas anglais, à part Vardy, des joueurs majeurs qui ne sont pas anglais. Drinkwater qui n'a pas été sélectionné. Il n'a pas été sélectionné, il aurait pu. Il aurait pu, il était en balance. Kanté est français, Mahrez est algérien, Fuchs est autrichien. Et peut-être que ces jeunes anglais devraient faire un petit Erasmus en Italie, en Espagne, dans des clubs, voir un peu un autre football, c'est vrai, avoir d'autres méthodes, avoir une connaissance. Après, il y a des coachs étrangers qui viennent en première ligue, donc aussi ils sont au contact de ça. Ça, c'est un problème aussi, les joueurs anglais à l'étranger. À part Beckham, ça n'a pas. Ouais, ça n'a jamais réussi. Manaman, il a joué 6 saisons au Real, mais en fait, il jouait 3 matchs par an, quoi. Ouais, bon, il y a Gareth Bale au Real Madrid qui est gallois, effectivement. Mais c'est vrai que sinon t'as Mir qui a joué à l'OM. T'as Gaza qui jouait à Naples. Ah, Gaza, ouais. Mais Gaza à la Lazio, ouais. Lazio, pardon. C'est bleu ciel, je savais. Ouais, c'est pas loin. Là, le taré là qui met des pains à tout le monde là. Gattuso. Non, qui avait pété la gueule à Ousmane Dabo à Manchester. Joe Barton. Barton, ouais. Barton, c'était pas non plus le grand joueur. Chris Waddle, ouais. Il y avait Liam Brady à la Juventus dans les années 80 aussi, qui était pas trop mal. Mais il y avait comment il s'appelle le commentateur de télé maintenant. Lineker aussi, ouais. Gary Lineker, il a bien marché. Bien sûr, ouais. Il y en a quelques-uns qui ont. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'il faut qu'ils aient sur leur football, sur les méthodes qui marchent ailleurs et qui sont un peu plus dans la réflexion, moins dans la polémique. C'est vrai que les tabloïds, le pouvoir de la presse, tout ça joue aussi. Et il n'y a pas grand-chose qui élève le débat en fait en Angleterre sur le football et le niveau du football anglais, quoi. J'ai l'impression. Aussi actuellement, c'est que les jeunes joueurs vont préférer rester dans leur club, dans le championnat national, parce qu'ils vont mieux gagner, plutôt que dans un club plus coté, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne. Ouais. Bon, en France, il n'y en a pas tellement, mais ils vont préférer rester dans leur pays national, mieux gagner et pas évoluer. Ouais, ça c'est ce qu'on vous retrouve en Russie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelle génération en Russie. Ouais, en Russie, il y a aussi, effectivement, c'est une bonne remarque. La Russie, c'est un peu pareil, c'est des joueurs qui jouent en Russie. Et pareil, une déception à chaque fois, la Russie qui est censée faire quelque chose, qui est parce que pareil, c'est un bon club en Russie. Finalement, il y a beaucoup d'argent. Il y a différents sélectionneurs. C'est ce qui va se passer. Ils vont finir comme le Qatar, ils vont nationaliser 10 bons joueurs et puis ils vont avoir de nouveau une bonne équipe. Et puis Alors ça c'est pour la Russie, par contre pour l'Angleterre, ce sera pas possible forcément, quoi. Après si on commence sur le débat sur l'argent, on n'a pas fini.
Non, mais c'est. Non, mais je pense qu'en fait, les pays, au final, c'est comme l'équipe d'Écosse de rugby, on va transiger un peu, qui Ouais, bien était sûr. vraiment au fond du trou. Elle a nationalisé 10 Néo-Zélandais, ça va beaucoup mieux. Voilà, bah l'Angleterre, ils ont qu'à nationaliser tout ce qu'ils peuvent nationaliser comme joueurs bons qui leur passent sous la main. Mais en tout cas, déjà au niveau du prochain sélectionneur, il faudra vraiment quelqu'un qui cette fois a des idées et est capable de. Laurent Blanc. On peut lire à gauche à droite Arsène Laurent Blanc. Wenger, mais Wenger, ouais, je sais pas. ça, Après, je l'ai lu un petit pourquoi peu. pas, mais ce j'y crois serait déjà mieux que Eric Cantona. Hobson. Cantona, ouais, voilà. Alors les propositions les plus farfelues et les plus. Ça peut marcher, ça peut être vendu à la presse anglaise, Eric Cantona sélectionneur, je te Ouais, jure. ah oui, ça peut marcher. Le pire, c'est que ça peut recueillir un certain enthousiasme, mais ouais, cette fédération doit organiser les choses et comme dit. Moi, je verrais bien ouais. un Mourinho. Mourinho. Ah là, il vient de signer quand Il même. vient de signer. Bah, Gérald, il se fait virer la 3e saison, peut-être dans 3 ans. Ce serait vraiment bien qu'il... Alors messieurs, du coup on n'a pas parlé d'Allemagne, Italie et de France, Islande, c'est pas grave parce qu'il y a une émission demain où on pourra plus en profondeur y revenir. Mais en tout cas rapidement puisque vous êtes là et que vous serez pas forcément là demain ou après-demain, votre prono sur Allemagne-Italie rapidement, juste le score. Hein. Juste un score, une petite phrase éventuellement d'accompagnement. Christophe, 1-0 Italie. 1-0 Italie. Michel, Ah, c'est plus un souhait que... un souhait. Allez, le souhait alors. Allez, 1-0 Italie. 1-0 Italie pour Michel. Julien. Tu sais quoi, je sens les papinades en série, là, ça va faire 4-3 pour l'Italie. Ouh, alors là, ce serait tel le match du siècle de 90, hein, de 70, pardon. Pourquoi pas, c'est plausible. Hein. Après prolongation ou sans prolongation? Non, sans prolonge. Ah, alors encore mieux que le match Champagne. du siècle. Encore mieux que le match du siècle. Et alors moi, je vais dire, c'est compliqué. Un partout, tir au but, qualification de l'Italie au tir au but. Allez, une petite Avec tradition. Neuer dans les buts en face. Avec Neuer dans les buts, bah Buffon en face, ça se vaut quoi. C'est But de Graziano Pelé pour l'Italie, qui joue qui joue à Southampton. Southampton. Et allez rapidement France-Islande, très rapidement. Ah, vas-y, allez-y les gars. La patate chaude Je vais qui déprimer. atterrit entre les mains C'est de quoi, Christophe. allez, Non. 2-0. Julien. 2-0 pour la France, on passe et puis on arrête de se faire perdre. Julien 2-0 pour la France contre l'Islande. Michel Ah, j'aimerais bien un 3-2 pour la France. 3-2 pour la France. Avec l'Islande qui mène 2-1. Comme en 99 Comme en 99, ouais. pour la qualif pour l'Euro 2000. 2000, Hein, ouais. Voilà, à domicile au Stade de France. La France avait battu difficilement déjà l'Islande 3-2. Christophe, donc ton Et je me prono. demande si Good Johnson n'avait pas déjà joué ce Ah, c'est match. possible. C'est possible. Parce qu'il est encore là en sélection. Ouais. Il y avait un Good Johnson dans l'équipe, ça, c'est Ouais. sûr. C'était peut-être pas lui. C'était peut-être pas. Ouais, il y en a peut-être plusieurs même. À voir. Christophe 3-1 France. 3-1 France. Allez, moi je vais dire 1-0 France, vraiment au bout de la souffrance, au bout du suspense, au bout de tout. Et l'Islande valeureuse, magnifique, mais défaite. Voilà, fatigué aussi. Voilà, alors on va laisser la place à la suite des programmes de RBS. On se donne rendez-vous demain 17h pour une nouvelle émission. Et puis on continuera ces débats fort passionnants. 1 heure, c'est toujours assez peu pour en parler, mais c'est pas grave. On est là tous les jours, 17h, 18h RBS. Le Montrétoro pendant toute la durée de l'Euro. À demain. Ciao, ciao.